Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la chaîne Coast to Coast, un média qui traite de l'actualité de basketball et principalement de la NBA. Pour notre premier podcast, on a eu la chance de s'entretenir avec Stéphane Misselin, grand acteur de l'implantation des sports US en France et notamment de la NBA. Stéphane nous raconte les étapes de son parcours personnel et professionnel qui l'ont mené à devenir rédacteur en chef de l'émission NBA Extra chez beIN Sport. Profitez bien de cet échange et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur le compte Twitter de Coast to Coast. À très vite. Bon Stéphane, merci de nous accorder ce petit moment pour parler de notre passion commune, la NBA. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi la NBA? Depuis quand? Et pourquoi cette passion pour la NBA? Depuis que je suis gamin, en fait, j'étais passionné par les États-Unis. Et puis, je suis né dans un milieu familial aussi qui était très, très boxe. Les sports américains sont arrivés, ça fait partie de la culture et du paysage américain. C'est-à-dire que les Américains et le sport, ça fait qu'un. Avec des joueurs comme Jabbar, Bird, Johnson, Wilkins, tous ces mecs-là. Et tout petit, j'ai commencé à faire des cahiers, en fait. Donc, j'écrivais des articles sur un cahier et il y avait rien à la télé, en fait. C'est ça, sous quel canal de diffusion? Il y avait pas de canal de diffusion, on voyait pas la télé, en fait. Il y avait rien, donc j'allais acheter, il y avait un kiosque, je me souviens, quand j'étais gamin, j'allais m'acheter le Herald Tribune et l'USA Today, qui étaient des quotidiens américains, qui arrivaient 3 jours après. Et puis, je découpais les classements, les résultats, et je décollais, puis j'essayais d'interpréter le classement. Et je voyais que le meilleur marqueur du match à Atlanta, Knicks, c'était Dominic Wilkins, il avait mis 42 points, donc je faisais un article, je brodais autour de ça, mais j'étais gamin, je vais voir quoi. Ouais, 9-10 ans. Et après, il y a eu un truc qui est arrivé, qui a été très important pour nous. Ça a été l'arrivée de Canal+. Canal, ils arrivent en 84, c'est une révolution pour nous qui aimions, enfants, qui aimions les sports américains et la NBA. Canal commence à mettre de la NBA à la télé. Parce qu'il faut savoir, en fait, à cette période-là, il y avait 2 librairies, qui s'appelaient Brentanos et W.H. Smith, qui étaient vers l'Opéra, où tu pouvais aller acheter des cassettes vidéo, VHS, de chez Pontel, et t'acheter des cassettes de matchs qui arrivaient des US. Et donc, tu les avais 1 mois, 2 mois après, et tu pouvais aller acheter ces cassettes vidéo, et tu mettais dans ton VHS des matchs. Et là, Canal arrive à ce moment-là. Les Canal, au début, ils mettent un petit peu de matchs. Alors, ils mettent que les Lakers, après ils mettent que les Knicks, et puis au bout d'un moment, ils commencent à mettre de la NBA un peu plus. Donc, pour nous, ça nous faisait déjà une base de photographie qui était hyper intéressante. Et ils avaient du direct à ce moment-là? Non, il n'y avait pas de direct, tu pouvais pas. Il y avait du direct, je crois, si peut-être sur le All-Star Game, de mémoire, et puis de temps en temps sur un match de finale. Mais comme c'était les premiers qui l'avaient fait, on voulait pas, on savait pas nous ce que c'était. Et moi, je me suis mis en tête à ce moment-là, quoi qu'il arriverait, je bosserais Canal. Un objectif. Moi, ma vie, depuis que j'ai 5-6 ans, c'est les sports US. Et la boxe et les États-Unis surtout. Moi, c'est la culture américaine qui m'intéresse. Et je me suis dit, eux, c'est des malades, c'est des premiers, faut que j'aille bosser là-bas. Et le rapport entre la boxe et la NBA, elle a été faite par rapport à Ali Jabbar ou même pas forcément? Non, le rapport entre moi, ma passion de la boxe et de la NBA, c'est juste par rapport aux États-Unis. Moi, il y avait un territoire quand j'étais gamin que je voulais traverser en long, en large, et je voulais absolument. Et je me renseignais surtout, c'était les États-Unis. Les États-Unis, forcément, tu t'intéresses à la NBA. Ouais. Par contre, sur les sports US, je te dis, je m'y suis intéressé j'avais 5-6 ans, et donc après arrive en 84, moi j'ai 14 piges, j'arrive Canal. Et on n'était pas nombreux, parce que moi je me souviens quand on était mômes, on n'était pas nombreux à s'intéresser à la NBA. On parlait de la draft de Jordan, les mecs ils te demandaient déjà draft c'est quoi, et puis Jordan c'est qui, on connaît pas nous. Les mecs ils étaient encore sur Platini qui venait de gagner l'Euro 84, ils étaient sur Bernard Gengini. Allez, au pire des cas, 1 ou 2 boxeurs, 2-3 tennisman style Noah éventuellement, tu vois. Et nous on était 5-6 à ce moment-là, où on parlait de Jordan, on parlait de Jabbar, moi je parlais de Larry Bird, je parlais de Bill Russell, de Will Chamberlain, j'avais jamais vu, j'étais pas né, hein, mais c'est pas grave. Mais voilà, on n'était pas nombreux. Moi j'ai voulu faire comme les Américains, c'est-à-dire que les Américains, en fait, ils regardent tous les sports américains, surtout les sports locaux chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus proches de leur fac que d'un sport professionnel. Mais il regarde tous les sports, c'est-à-dire qu'un mec qui sort de la fac de, je sais pas moi, de Wisconsin, il va regarder le baseball qui est à Wisconsin, il va regarder le softball des filles qui est à Wisconsin, le basket, le machin, il va regarder tout. Jusqu'au moment, voilà, où Canal arrive et machin, il dit, en fait, je vais faire ça. Mon père connaissait Charles Bietri, et il savait que j'étais quelqu'un d'un peu agité, et il dit à mon père, il fait quoi, Stéphane, il devient quoi? Mon père, il dit, écoute, j'en sais rien, c'est un peu compliqué, les études, les machins et tout. Envoie-le-moi à Canal en stage. Moi, j'ai 16 ans. Donc, à la base, je vais rester qu'en juillet. Et j'y vais là-bas pour 1 mois, j'ai 16 piges, et là, il me fait tout faire. C'est-à-dire que je viens assistant réel à me conduire une voiturette de golf avec un talkie-walkie où on crie dans la gueule. Faut que amène-le trou numéro 8. J'amène trou numéro 8. Après, je me retrouve avec un casque à faire l'assistant réel pour amener un joueur tournoi de foot, machin. Je me retrouve à aller voir Jordan qui arrive à Géo André, que personne n'était au courant soi-disant, en fait c'est une émeute. Je passe ma vie dans les salles de boxe, je vais dans les matchs de foot et machin. Et là je me dis mais en fait c'est ça. Et puis Charles et les peu de journalistes qu'il y avait à l'époque à Canal, moi m'explique tout, il y a rien qui est caché.
Et là, je suis dans la chaîne qui parle des sports US. Ok. Donc là, 16 ans. Ouais. Et du coup, par la suite? Bah, par la suite, t'as que 16 ans, donc tu peux continuer tes études. Ouais. C'est pas ce qui me faisait le plus plaisir, mais continuer tes études. On continue un peu mes études et machin, tout ça, mais je reste à la pige à Canal. C'est-à-dire que dès que j'avais un moment libre, j'étais devenu l'assistant à l'époque de Thierry Gilardi, avec qui après j'ai travaillé plus tard. Mon histoire fera que j'ai passé 20 ans à Canal. Et voilà, et donc je suis surtout dans la chaîne des sports américains et de la boxe. Tout ce que je voulais. Je continue à avoir un lien avec eux, je continue un peu mes études un peu compliquées, hein, CAP, BEP, bac professionnel, tout ça. Et je vais voir Charles Bietri et je lui dis voilà, je continue à travailler à la pige pour vous des fois le week-end, là, je fais des fiches, des machins et tout. Il y aurait pas un poste pour moi et tout. Il me dit ouais, pourquoi pas, ouais, mais t'as fait l'armée? Et non, j'ai pas fait l'armée. Service militaire? Bah oui, j'ai pas fait l'armée, moi, Charles, j'ai 19 ans. Donc. Ah, il est pas à l'armée. Et puis on verra. Moi, je reçois ça par à l'armée, et que dès que tu sors de l'armée, on voit. Qu'est-ce que je fais? J'anticipe mon service militaire et je pars. Et je me retrouve un truc avec un piston foireux. Et pareil, j'ai toujours ce lien avec les États-Unis, avec la NBA, j'achète toujours les Red Tribune. Je regarde CNN tous les matins. Parce que Canal, à l'époque, faut savoir que quand Canal se crée, le matin, entre 6h et 9h, il y avait la matinale de CNN en direct. Enfin, c'était pas la matinale, d'ailleurs, c'était le journal du soir, forcément, avec le décalage. Mais il y avait Dan Rather. Je me souviens toute ma vie, ce présentateur de CNN, Dan Rather. Et il y avait la page sport. CNN, World Sports, machin et tout ça. Et là, je bouffais encore de la NBA. Bon, bref, je pars à l'armée, je fais les commandos, et je sors de mon armée. Donc là, on est en 90, et je vais voir faire le métier, je lui dis, ouais, ça y est, j'ai fait mon armée. Il me dit, mais là, j'ai pas de place, moi, Bah, tu m'as dit non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, fais ton armée, après on verra. Ok, donc bah, je repars en me disant, bon, c'est pas grave, on t'a fermé la porte, tu vas essayer d'entrer par la fenêtre. Et là, j'apprends qu'il y a des anciens d'équipe, notamment deux anciens d'équipe, qui s'appellent Thierry Bretagne et Jérôme Sicard, qui sont partis, parce qu'il y a un espèce de financier, un peu fou, qui a décidé de créer un magazine sur les sports américains. Et je découvre que le truc est en train de se créer. Ça s'appelle New Sport. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Hein. J'arrive avec des facs de sport. Je leur dis, voilà, je vais rencontrer Jérôme Sicard et tout. Jérôme Sicard m'a fort. Et il me dit, ok, machin, on discute. Donc, il voit que je connais bien les sports américains, que je me suis vraiment intéressé au quotidien à la NBA, à la NFL, machin, tout ça. Et il me dit, ok, mais tu sais faire quoi? Ah, je dis, moi, je sais pas ce que je sais faire. Par contre, je sais faire ça. Et je lui sors, en fait, tout bêtement, mes deux sacs de sport avec mes cahiers quand j'avais 6-7 ans. Et là, il ouvre, il regarde, et il me prend pour un taré. Je dis, à lui, il était pas bien net. Et là, il tombait sur encore plus fou que lui. Et surtout qu'on était que des malades à ce moment-là. Il y a qui s'y intéressait? Vraiment. Il y a des mecs qui s'y intéressaient comme ça. Mais au point où nous, on s'y intéressait, avec le peu d'informations qu'on avait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. On travaillait par fax. Et là, Morgan, il fait, OK, bon, on prend l'essai. Mais j'ai dit, j'ai pas payé. Il fait, non, pas payé, non. Ils me prennent à moi à l'essai. Et là, ils me font écrire des articles et machin et tout ça, avec 2-3 mecs qui étaient déjà, eux, en place pour créer le magazine. Même moi, j'ai pas la formation. Donc, je fais avec ce que je sais faire, en fait. Et donc, ils me relisaient les papiers. Ah, c'est pas mal, ouais. Poubelle. Non, mais tu vois, il faut une attaque, il faut un truc, il faut une fin, tu vois. Oui. Mais là, il y a une attaque. Il me fait, non, ça me va pas. Poubelle. Je prenais une fois, 2 fois. Et ça pendant 5 mois, 6 mois, machin. Le fond de papier, en fait, il ne dérangeait pas parce qu'il voyait que j'avais la vraie culture et que j'avais un espèce de background qui était incroyable, qui était d'un gamin qui est en 84, 85, 86, intéressé à la NBA. Donc ça, pour lui, c'était une plus-value. Un mec qui connaissait tous les sports américains. Parce que là, il avait pris un mec, par exemple, un journaliste qui était spécialiste que de NFL. Un autre qui était spécialiste que de baseball. Et jusqu'au jour où ça lui a plu. Il a dit, ah, bah là, ça y est, on y est. Et il le fait paraître. Donc on arrive à la fin de mes 2 ou 3 mois d'essai gratuits. Et il me dit, il vient me voir et au milieu de tout le monde, il dit, on va le garder, le petit. Je fais, comment ça? Il dit, ouais, tiens. Il dit, bah, va voir la secrétaire, machin, je vais voir la secrétaire. C'est un bureau qui est tout petit, hein, vraiment, il n'y a pas grand monde. Il a fait, il me donne un contrat et je viens signer mon CDI et on crée donc, le sport et 5 majeurs. On décline le sport pour en faire qu'un truc de basket. On avait un mec qui s'appelait Thierry Bretagne, qui était un vrai spécialiste de basket, qui lui dit, écoutez, ce qui va tout écraser, ça va être la NBA, de toute façon, en France. Donc, il décide de décliner le New Sport et d'en faire un magazine, tout pour américain et un autre magazine que de NBA. Et là, c'est une vraie révolution parce que tu crées un magazine où tu donnes aux gens. L'idée, c'est d'avoir les plus belles photos, d'avoir les plus beaux papiers, de faire des magazines. Et comme c'était un mensuel, c'était pas forcément sur l'actu. Mais il fallait que tu crées la tendance ou que tu devines la tendance qu'il allait avoir. Et donc, on crée ce magazine aussi en plus de New Sport qui s'appelle 5 majeurs. Et là, c'est la révolution. C'est une révolution parce que, en plus de ça, on est avant la Dream Team. Il y a un vrai basculement en France, la Dream Team. Mais avant la Dream Team, là, on commence à alimenter les gens. Notamment les quelques fous qu'il y avait en France. Et là, pour le coup, ils ont un magazine tous les mois. Où t'as des mecs, plutôt crédibles, qui leur racontent des histoires sur la draft, sur le machin, sur la période d'Enix avec Sprewell et Wing, Make Wing, machin, tu vois, ça veut dire, ouais.
Et les mecs, ils commencent à acheter. Et ils achètent. Et t'as pas Internet, oublions pas ça. T'as pas le téléphone, t'as pas Internet. Les mecs, ils se jettent dessus. Et ça marche vraiment super bien. Jusqu'au jour où on arrive en 93, et puis là, porte fermée, machin. Bon. J'ai jamais trop compris pourquoi. J'avais bien une idée, tu vois. Et il y a une maison d'édition qui m'appelle. Qui s'appelle La Sirène. Et ils me disent, voilà, bonjour, on a l'édition La Sirène, on a pensé à vous pour écrire un abécédaire sur le basket. Et j'ai 23 ans. Bah oui, on voudrait écrire un abécédaire avec un dessinateur de Harakiri et des humanoïdes associés. C'est une faire humoristique. Vous faites les textes, lui, il fait les dessins. Bah, je vais aller voir un édition, le mec, il m'explique le projet, il m'explique le truc. Et il me vend le truc en me disant, voilà, en fait, c'est de A à Z, c'est un petit abécédaire comme ça, qui s'appelle le basket illustré de A à Z, et que vous écrivez des définitions. Je signe le truc. Mais je pars m'isoler 15 jours. Et je l'écris en 15 jours, 3 semaines. Sauf qu'on sort en novembre 93 ou 94. Et ça fait un carton numéro 1 de vente chez la Fnac. Bon, ok. Là arrive La Sirène qui me rappelle, ouais, putain, ça fait un carton, c'est génial, c'est la plus grosse vente de la boîte, c'est une petite boîte qui commence à marcher. Et là, la NBA explose en France. On est post 92, la Dream Peak est passé par là, les gens commencent à s'y intéresser, la télé en fait de plus en plus, quoi, Canal en fait de plus en plus. Il y a des magazines qui commencent à sortir, Basket News, Mondial Basket, Sport Action, ça commence à se multiplier les canards sur la NBA et sur les sports américains. Et là, après, il y a Solar qui m'appelle. Solar m'appelle pour me dire, tiens, bah, fais-nous un bouquin pour toi, la nouvelle pépite. Et j'écris 3-4 bouquins comme ça. Jusqu'au moment où il y a le bouquin de Jordan qui sort, là, il a écrit, avec des trucs de photos, de machin et tout. Et, l'entourage de Jordan cherche un traducteur pour les pays francophones. Je me retrouve le traducteur de Rara de Jordan, tu vois. Je dis, ok, bah, moi, j'accepte tout à ce moment-là. Je suis chômeur, quoi. Je fais des piges à droite à gauche. J'écris des papiers dans des magazines, machin. Je continue à piger un peu pour l'équipe. Et je me retrouve à faire le Rara de Jordan. Et arrive, fin 95, début 96. Et ma fille vient de naître. Et là, je prends un coup de fil en pleine tête à la maison. C'est Chabéry qui m'appelle et il dit, bon, on est en train d'embaucher à tour de bras. T'es le premier que j'appelle. T'es toujours d'accord pour venir à Canal? Je rappelle que je voulais venir à Canal en 84, donc 12 ans après. Et j'ai dit, bah, bien évidemment. Je lui dis, j'arrive. Bon, je prends le métro et j'arrive à Olivier de Serres, là où ils avaient leur studio à l'époque. Je rentre dans son bureau, machin et tout. Il dit, voilà, on va te proposer un contrat. Bon, au début, c'est pas vraiment ce que tu feras, mais t'inquiète pas, je te sortirai de là vite fait, tu rentreras dans la rédac et tout. Je fais, ok, pas de problème. Donc, je reviens enfin à Canal où il y a des sports américains, avec la NFL notamment et la NBA qui arrive beaucoup. Et par contre, il me dit que le salaire, ça va être une catastrophe par rapport à ce que j'avais à la pige. Mais j'accepte le truc, tu vois, pas de problème. Et donc, je reste 20 ans à Canal. Ce qui me permet de rester encore dans les sports américains et dans la NBA. Et donc, je passe 20 ans à Canal, où là, effectivement, on se retrouve à avoir des matchs en direct, on commence à avoir plein de trucs, on commence à faire les finales en direct. Voilà. Moi, j'avais connu Georges, il dit, Newsfire 5 majeur, parce que c'est lui qui me faisait les éditos du magazine, parce que c'était la voix des sports américains et notamment de la NBA en France. Bref. Charles a créé en 2012 Beansport, et il m'appelle. Il me dit, bon, j'ai besoin de toi, machin, je suis ok. Non, on discute et tout. Je parle même pas de salaire. Le premier truc que je lui parle, c'est Canal est en train de faire moins sur les sports américains. Je pense qu'il faut qu'on en retourne dessus. Lui, il me dit, évidemment, c'est lui, il faut pas oublier qu'il avait instigé, pour la première fois en France, la NBA sur Canal, 84. Donc, on en discute beaucoup, machin, et moi, c'est vrai que je focalise beaucoup là-dessus. Sur les sports américains, je suis persuadé, à partir du moment où ils deviennent un peu, entre guillemets, maltraités, parce qu'il faut pas oublier que vous avez été gavé par Canal à une époque de ça, mais à un moment, il y en avait moins. C'est-à-dire que tu savais plus où était l'émission Canal NBA, tu sais plus sur quelle chaîne c'était, à quelle heure, quel jour et tout ça. Les matchs étaient plus forcément en direct, mais plutôt en différé, mais sur une chaîne obscure qui s'appelait Sport Plus. Et à un moment, on voit qu'on en fait moins. On se renseigne sur les fins de contrat, et on se rend compte que fin du deal NBA, fin du deal NFL. Ah oui, on veut rêver plus grand et on dit faut le traiter comme si on traitait aux États-Unis en fait. Moi, je reste toujours avec ce sentiment-là. Entre-temps, depuis très très jeune, de toute façon, je partais aux États-Unis voyager. Donc j'étais imprégné de cette culture-là. J'arrivais à l'hôtel, je bloquais sur ESPN et je décryptais tout ce qu'ils faisaient en télé. Alors que j'en ai de la presse écrite. Mais je me dis, si un jour je suis à Canal, faut que je vous donne des idées. Et donc je bouffais de tout ce que faisait ESPN, notamment sur le traitement de la NBA, machin, tout. Et donc quand on arrive ici en 2012, Charles, il dépasse les envies que j'ai, c'est qu'il décide effectivement de faire un traitement quasiment comme les Américains, voire même mieux, parce que sur la même chaîne, tu te retrouves avec une quotidienne. Donc il dit, on va leur proposer un match par nuit, le All-Star Game en intégralité sur place, les finales sur place, les playoffs en intégralité, et un match en direct par nuit, une quotidienne tous les jours. Et on fait le deal avec la NBA, qu'on a toujours, 12 ans après. On fait le deal en parallèle avec la NFL, pareil, on reste sur mon idée que ça soit en direct, parce que arrivent les réseaux sociaux, le téléphone est déjà arrivé,
tout va très vite. Et surtout, les gens qui ont cette culture-là, c'est forcément des mecs qui ont une accointance ou une envie, qui ont une attirance sur le pays, les États-Unis. Tu regardes pas la NBA si tu détestes les États-Unis. Et donc, il fallait les amener là-bas. C'est-à-dire, en plus de leur proposer le côté sportif, il faut leur imposer et leur amener le côté, je suis là-bas. En même temps, toi, par exemple, là, t'as New York, Philly, le mec, il l'a vu en direct chez nous. C'est-à-dire qu'il a vu la même chose au même moment qu'un mec qui est dans l'Ohio, qu'un mec en Californie, qu'un mec qui est dans l'Arizona. C'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être pas les moyens d'y aller. Ou voilà, mais nous, on vous amène là-bas. Donc, ce qu'on a amené, c'est vraiment la culture NBA, mais la culture américaine. Culture basket, on n'avait pas besoin forcément de l'amener puisqu'on avait les gens pour ça. Et Jacques Monclar, j'avais Chris Singleton qu'on va chercher. Ces mecs-là, ils sont sur le basket, ils sont imbattables. Jacques, il est imbattable. On va pas lui expliquer le basket. Mais lui va t'expliquer le basket. Nous, on devait amener cette culture américaine. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que la NBA est ravie de ce qu'on fait parce qu'on a une quotidienne en direct. Quotidienne en direct, les 2 matchs par nuit en direct, le prime time du dimanche soir en direct. On fait tout en direct. Et vous avez pas été un peu, entre guillemets, pas forcé, mais vous avez dû profiter aussi à ce moment-là de l'essor un peu des réseaux sociaux aussi, puisque du coup, ça suivait forcément l'essor de Twitter à ce moment-là, les années 2012. Mais c'est à double tranchant, en fait. Ouais. Ça peut être une caisse de résonance énorme pour nous faire savoir qu'on l'a au plus grand nombre. C'est-à-dire que le taré de NBA, il va chercher savoir où c'est. Le taré de NBA, peut-être qu'à un moment, il en a eu marre et puis il a pris le League Pass. Mais nous, il faut qu'on lui explique. Mais en fait, t'es pas obligé de prendre le League Pass. Viens chez nous parce qu'en plus tôt, on a une émission. Et puis tu vois, nous, en plus, c'est commenté en français. C'est commenté par des mecs qui sont des archi-spécialistes du truc. Et puis on va te proposer autre chose aussi, nous. Mais effectivement, les réseaux sociaux, ça a été une caisse de résonance pour aller chercher des mecs. Ça intéressait, mais pas plus que ça. Et de les intéresser encore plus. Mais ça a été au détriment de plein de trucs. C'est que aujourd'hui, n'importe qui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, met des images de NBA et machin. Ça va trop vite. Et tant mieux. Faut vivre avec. Nous, on essaye de vivre avec ça, de toute façon. On n'a pas le choix. C'est pour ça que nous, on préfère faire du direct de quoi qu'il arrive, on fera du direct. Et que l'émission, de quoi qu'il arrive, on la fait en direct. Mais l'émission, elle revient sur les matchs qu'on a eu dans la nuit. Donc ça sert surtout au mec qui s'est pas levé. Et il y en a beaucoup. Et puis c'est intéressant parce que du coup, tout s'est bien planifié sur les années 2012. Est-ce que selon toi, ça aurait eu le même impact et le même essor au début des années 2000? Quand on connaît l'évolution de la NBA et quand on connaît un petit peu la NBA des années 2000 à 2010, qui a connu un vrai coup de mou, entre guillemets, post-Jordan, est-ce que tu penses que ça aurait eu le même impact de suivre, par exemple, je sais pas, l'évolution d'un Kobe, la draft de LeBron en 2003, que là, 2012, vous arrivez, boum, vous avez la fin de la dynastie de Miami, des Spurs, l'enchaînement avec les Warriors? Moi, je pense pas à ça. Non, vraiment, moi, je pense pas que c'est ce qui s'est passé sportivement qui a fait qu'on a eu un impact. Moi, je pense que c'est la façon de le traiter, de dire aux gens, on va vous gaver, vous allez voir, ça va être comme aux États-Unis. Vous allez avoir du direct, vous allez avoir des matchs en direct, vous allez avoir toutes les équipes. Vous allez avoir tout le championnat intégralité, comme on l'a fait, d'ailleurs, qu'on le détient à chaque fois, hein, sur la NFL, sur le baseball et sur la NHL. Et sur la NBA. Mais la NBA, ça a été un truc qui était hyper important parce que, effectivement, on avait cette caisse des réseaux sociaux. Donc, on a pu faire savoir aux gens, bah, venez chez nous. Je suis pas sûr que ça soit les résultats des Spurs, de Miami avec la grande équipe avec Chris Bosh, LeBron et machin. Non, pas sûr. Pas convaincu de ça. Parce que de toute façon, moi, je suis pas dans le c'était mieux avant. Et je pense pas qu'il y a eu des périodes, comment te dire. Je suis pas sûr qu'il y ait une période à ressortir plus que d'autres dans l'histoire de la NBA. Ça crée toujours des gens et des personnages. Les sports américains, en dehors du sportif, où c'est des mecs, ce sont que des vrais athlètes. C'est les meilleurs athlètes de chaque fois dans leur sport. En foot américain, ils jouent en NFL, c'est les meilleurs. En NBA, t'es le meilleur basketteur du monde. On parle même pas du hockey, du baseball, c'est la même chose. En boxe, on va dire que c'est la même chose. C'est pas individuel, c'est la même chose. Il y a une culture. Parce que ça fait partie de la politique. Et politiquement, le sport aux États-Unis est le deuxième pilier de la nation. Ça te permet de t'affranchir de là où tu es. Ça te permet de t'ouvrir des portes. Il n'y a pas de porte fermée quand tu es dans le sport et que t'es bon, t'es un bon athlète. Ça t'ouvre les portes des facultés. Aujourd'hui, si t'as pas d'oseille ou que tu viens d'un quartier un peu compliqué, je suis pas sûr que tu ailles en fac en France. Aux États-Unis, c'est l'inverse presque. Tu vois? On peut pousser à ça. Donc, le sport est une arme politique. Mais je suis pas convaincu, moi, qu'il y ait des périodes mieux que d'autres et machin. Même si moi, voilà, bon, qui ne compare pas les années machin. Pour moi, Jordan, pour moi, c'est dans les retombées, Jordan, c'est Mohamed Ali. Et parce que quoi, c'est le côté affect d'avoir, entre guillemets, pu profiter de ta passion jeune et d'avoir rédigé, entre guillemets, tes premiers cahiers à 6-7 ans quand tu as eu l'ascension de Jordan? Ou même, tu vois, avec le recul qu'on a là, quand tu vois la carrière de LeBron, quand tu vois la carrière de mecs comme Steph,
comme t'as pu étudier la carrière comme de mecs comme Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, etc. Malgré tout ça. Ouais, mais j'irais même plus loin. Là, tu me parles que des mecs les plus connus, qui ont des Ouais. résultats sportifs et qui ont des chiffres. Et moi, les Tracy McGrady, les Kevin Garnett, les Allen Iverson et les machins, c'est monstrueux. Tim Duncan, personne n'en parle. Tim Duncan est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Est-ce que c'est pas parce que ces mecs-là sont tombés dans la période un peu plus creuse? Non. Non. Pourquoi? Mais je suis pas sûr que Steph Curry, tu le mettes à la période de Jordan, je suis pas sûr qu'il soit nul, hein. Non, non, c'est sûr que non. Mais dans le côté, il y a la surmédiatisation entre guillemets de la NBA qui devient un sport. Enfin ouais, ça devient un sport mondial. La NBA, c'est même plus le basket, c'est la NBA devient un sport mondial Oui. avec l'exclusion de Jordan, la Dream Team, etc. Ouais. Et puis il y a ce côté un petit peu quand Jordan prend sa retraite, la NBA ralentit, le jeu ralentit, beaucoup plus de. Oui, mais ça arrive à une dimension. T'arrives à une dimension où là, tu te retrouves avec du trash talk, avec des mecs qui se mettent des beignes. Ouais. Tu te mets à, effectivement à arriver à un moment où la société est en train de briller un peu partout aussi. Donc la NBA est quand même restée intéressante. Enfin, pour moi, elle est restée quand même hyper intéressante. Quand t'as la bagarre avec Meta World Peace qui reste dans l'historique et qui a été radiée, quand t'as David Stern qui lui, en fait, se met à vouloir révolutionner l'idée et à mettre des sanctions sur tout ce qui est les gros mots, les machins, tout ça, il veut en faire un vrai exemple. Mais en parallèle, il sauve la vie à un mec qui est complètement perturbé qui s'appelle Allen Iverson. Il lui sauve la vie, il lui parle comme un père à un fils. Le mec là est quand même perturbé et il l'est encore. Mais n'empêche que il lui sauve la vie. Donc voilà, et t'as l'arrivée de Shaquille O'Neal, t'as des mecs qu'on a oubliés comme des mecs comme Dirk Nowitzki, on a oublié qu'il y avait Seattle avec Sean Kemp, qui était un dunker de malade, alors que Jordan ou pas Jordan, hein. Sean Kemp, je pense qu'il aurait dunké de la même façon. Ouais, bien sûr. Tu vois, Duncan, il aurait été un ailier fort de la même façon que pouvait être un Pippen ou j'en sais rien, qui tu veux, tu vois ce que je veux dire. Donc le problème des sports américains, c'est que ils ont une faculté à honorer leurs anciens, ça ils savent faire. Mais l'avantage, c'est que je pense qu'ils reviennent pas toujours en arrière, au contraire. Ils font des trucs un peu globaux, comme les 75 plus grands, les 100 plus grands, les machins. Après, ils ont un système qui est simple, hein, c'est des stats. Pour ça qu'au jeu de certains, je pense que c'est très individuel. Ça soit le meilleur joueur de l'histoire. Et je pense qu'il faut même pas nommer le meilleur joueur de l'histoire. Ouais. Le meilleur joueur de par période, oui. Kobe, bizarrement, il est jamais dans les discussions. Comment il peut pas être dans les discussions? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce Magic Johnson, il est pas dans les discussions. Mm. Magic Johnson, c'est un des premiers mecs, moi, j'ai presque eu des larmes à le voir jouer. C'est incroyable. Le mec, il te faisait des passes aveugles, il souriait tout le temps, il te faisait la misère à la terre entière. Les séries Celtics-Lakers, c'était monstrueux. C'était incroyable ce qu'il faisait. Mais, je suis même pas sûr qu'il y ait une période creuse. Après, qu'il y ait une période où effectivement t'as pas eu un Jordan, mais t'as toujours pas de Jordan. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux. Hein. Moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. On peut parler de LeBron James, hein. Mais c'est pas Jordan, hein, en termes de médiatique. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Moi, ma grand-mère, elle connaissait Jordan. Hein. Si elle était encore en vie, je suis pas sûr que je lui parle de LeBron James, elle sait qui c'est. Mais finalement, c'est normal qu'on puisse pas avoir un Jordan, parce que Jordan a enfoncé des portes qu'il est impossible de renfoncer derrière. Parce que t'es pas enseveli d'infos. Donc, tu vas te focaliser sur une info précise. Donc, plus tu réduis le champ, plus t'as des mecs qui vont devenir hyper importants et hyper connus. Il y a un mec comme Jordan, il y en avait un parce que c'était le seul mec dont on parlait. T'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas Internet, t'avais rien. Donc, on se dit, ah bah tiens, Michael Jordan, c'est le joueur de basket. Des fois, il y a des mecs qui s'amusent à comparer s'il y avait eu un Ali Tyson, s'il y avait eu machin, s'il y avait eu le Lakers de Magic Johnson contre les Bulls de Jordan, s'il y a aujourd'hui, s'il y avait eu les grands Warriors, tu vois, face à, voilà, ou les Spurs contre les Celtics en finale, j'en sais rien, de l'époque de Larry Bird. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, juste pour finir, clôturer un peu cette partie un peu Jordan-LeBron, est-ce que potentiellement, si LeBron avait été ce Jordan des années 90, qu'il aurait eu la même couverture médiatique, ou est-ce que vraiment Jordan, ça dépasse vraiment le côté, enfin. En fait, la nouveauté et le côté inédit et la surprise que t'avais à ce moment-là, par rapport au fait qu'on n'était pas inondé d'informations, rendait ce truc-là irréel. Un mec qui reste en l'air 2 secondes. Un mec qui dunk en tirant la langue. Un mec qui fait du trash talk. Un mec qui vient dans une franchise qui est claquée au sol. Elle est claquée, cette franchise. Voilà. Un mec qui fait des déclarations à la con, qui te sort le cigare et machin, qui met des beaux costumes et machin. Dites-vous que ça, on n'avait rien, nous. On savait pas ça que ça existait. Et là, on voit que ça existe. Ça dépasse tout. Donc, est-ce que la personnalité de LeBron aurait été ce qu'il a aujourd'hui, aurait été pareil à ce moment-là? Je sais pas. Ouais. Mais je trouve, regarde, la NBA continue à créer des phénomènes et des monstres, alors qu'on est inondé d'infos, inondé d'images, inondé de réseaux sociaux et tout ça.
et continuer à sortir des mecs tous les ans, t'as des phénomènes. Parce que l'ouverture ouais, mais l'intelligence de la NBA, ça a été l'ouverture aux pays européens aussi. En fait, c'est le seul sport américain qui s'est ouvert à ce moment-là. C'est le baseball qui s'est engouffré dedans sur les pays d'Amérique du Sud et de Japon notamment, pour récupérer les meilleurs joueurs cubains, mexicains et japonais avec le temps. La NFL est encore très très fermée, toujours fermée. Mais la NBA, elle s'est ouverte, c'est une des premières ligues qui s'est ouverte à ça. La NBA, elle, de toute façon, dans tous les cas, elle se veut aussi, même si elle le dit pas comme ça, mais elle se veut une instance assez politique. La NBA, c'est incroyable le nombre d'actions qu'ils ont pour l'école, pour les jeunes, contre le racisme, contre l'homophobie, contre plein de trucs. C'est incroyable ce qu'ils font. Ça, c'est David Stern qui a quand même beaucoup. Qui a commencé, bien sûr, évidemment. Mais il y a eu un vrai virage à ce moment-là. La NBA, ça dépasse des fois le cadre purement sportif d'un résultat d'un match et. Ah, on l'a vu dans la bulle, hein. Les actions politiques. Mais tout le temps. Et c'est fait proprement, c'est fait calmement. C'est fait avec des mecs qui ont du show, en plus, qui ont de la tête, tu vois. C'est des mecs, voilà. Et leur star est toujours assez porte-parole, en plus. C'est eux qui sont un peu les haut-parleurs de ces gens-là, donc voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que ça fait un peu relief aussi à un discours qu'on a pu entendre assez souvent avec Tony Parker, qui est quand même chez nous l'icône un petit peu, enfin la transition vers la NBA. Comment, du coup, au moment où la NBA explose, les débuts de Canal, les débuts des années 2000, est-ce que tout de suite, en ayant une figure comme Tony Parker qui va en NBA, ça a permis d'accélérer ce mouvement-là? Non, pas tout de suite, justement. Non, parce que c'était compliqué, il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux. À partir du moment où tu as commencé à voir les réseaux sociaux et les journaux qui ont commencé à en parler, et les radios qui ont commencé à en parler, et que surtout que Parker a commencé à avoir des résultats. Mais quand il commence à gagner un titre, quand il commence à arriver en finale, quand il commence à être All-Star et machin, forcément tu crées de l'intérêt. Bien sûr que tu as créé de l'intérêt. Mais c'est pas forcément le virage. Moi, je pense pas. Non. Moi, je pense pas. Ça a forcément, mais si, c'est un plus. Tu gonfles ta base de fans, en fait. Ta base médiatique, elle est gonflée. Forcément plus. Avec Wembanyama, ta base, elle est gonflée. Tu peux pas perdre d'intérêt. Tu perdras pas d'intérêt. Tu restes, il y a toujours des mecs avec des histoires de dingue. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus important pour nous. Et aujourd'hui, de ce que je vois, moi, dans les réunions qu'on peut avoir avec la NBA, c'est que le deuxième marché de la NBA dans le monde, hors US, c'est la France. On prorata d'habitants, le deuxième gros marché, market et médiatique, c'est la France. Parce que c'était une volonté américaine ou parce que c'est vraiment la France qui a réussi à... Non, c'est parce que je pense que... Parce que effectivement, t'as eu l'arrivée d'un mec comme Tipeee, pareil, t'as eu du Boris Dio, t'as eu du Batum, t'as eu du Alexis Aginsa, t'as commencé à avoir des Français, t'as eu le tout premier, il est passé un peu à la marmite, mais un mec comme Olivier Saint-Jean, qui s'appelle la fête Tariq Abdul-Wahad, c'est un des premiers, t'as commencé à avoir 2-3 mecs en fac comme Eric Picou qui va à Georgetown, il y a que les malades qui étaient au courant de ça. Donc nous, on s'y intéressait. On s'est mis à supporter les Hoyas parce qu'il y avait un meneur français qui était parti à Georgetown. Mais ça n'a pas explosé. Ouais, effectivement, tu as eu l'explosion. En fait, faut que tout s'aligne. Déjà, la France est un pays qui est un pays, on va dire, ami des États-Unis, donc la culture américaine est quand même assez ancrée en France depuis très longtemps. Et la deuxième des choses, sportivement, effectivement, quand tu as tout qui s'aligne avec beaucoup plus de chaînes de télévision, avec l'arrivée des chaînes d'infos, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'explosion des magazines et machin, et qu'en plus de ça, tu as un Français qui commence à performer en NBA, forcément, tu fais exploser le truc. Forcément, c'est une porte ouverte. Après, t'as des Boris Dio, des machins de ça qui sont arrivés, mais voilà. Donc la porte, à partir du moment où il l'a ouverte, tout le monde s'engouffre. Hein. Et on a eu des très bons joueurs en NBA et on va en avoir d'autres. Après, voilà. Moi, j'aime bien. Si on parle de juste purement journalistique, moi, je suis un peu un extrémiste de la culture US. Donc, je veux qu'on continue à le traiter de façon américaine. Ça, c'est mon avis à moi. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde mais je reste sur mon créneau quand j'avais 6-7 ans. Et du coup, c'est cool d'avoir une icône comme Wemby parce que, en tout cas, quand on l'entend parler, on sent que ce mec est aussi imprégné de cette culture américaine de la gagne. Il a pas ce côté français de... Mais t'écoutes Mbappé c'est LeBron. C'est ça. Mbappé, c'est LeBron. Mais c'est pas apprécié en France, hein. C'est pas... Bah non, mais c'est pas, oui, mais ils s'en foutent. L'avantage de cette génération-là, c'est qu'elle s'en fout. Donc elle parle, elle dit. C'est comme ça que tu bouscules des mentalités, et c'est comme ça que tu vas apprendre, parler vulgairement, tu vas prendre des sauts de mer, par contre. Quand Mbappé, quand Omar Sy, quand Tony Parker ou quand Wembanyama parle, à cause de ça, tu sais que ça va être bien reçu par la plupart, mais que tu vas avoir des haters et des machins et tu vas prendre des sauts de merde sur la gueule. C'est une évidence. Mais
on occulte, on oublie de là où tu viens généralement. Donc, quand t'as pas cette culture-là, voilà. Mais par contre, pour en venir à la NBA a cette puissance-là aussi de pouvoir communiquer sur les réseaux, de communiquer sur Internet, de communiquer avec leurs diffuseurs. Donc, quand on fait des réunions avec eux, on arrive à faire avancer des choses. On a réussi à avoir des matchs à 21h30 le dimanche soir. C'était pas le cas. Des fois, des matchs à 19h. Tu vois? Et c'est vrai que le produit, on l'expose comme il faut, je crois. Donc, c'est là aussi où on sent aussi que la passation de pouvoir entre David Stern et Adam Silver, elle s'est passée dans douceur. c'est son fils spirituel en fait. On va pas y bosser avec lui. Donc le mec Mais c'est l'idée. a la même ligne. Et ça va être l'idée, je pense, là, déjà, Adam Silver commence déjà à former quelqu'un dans son entourage pour être cette lignée-là. C'est là où la NBA restera la NBA. Le rôle sociétal de la NBA dépasse le cadre. La marque NBA, elle est super forte. Ça, oui, il y aura toujours des fois des creux avec des audiences et machin, et que t'as un sport, effectivement, qui est un blockbuster aux US, qui est la NFL. Ouais, mais là, la différence là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont eu tout de suite ce côté, David Stern l'a senti, et puis Adam Silver le fait super bien, ce côté, on va passer outre États-Unis, on va aller mais évidemment à la porte des Européens. Oui, parce qu'en fait, tu exportes un peu de cette culture-là dans les pays européens. Donc, tu fais des matchs à Paris, tu as fait des matchs à Londres avant, tu avais fait des matchs à Madrid, tu fais des matchs en Istanbul, tu fais à Abu Dhabi, tu vois. En fait, tu internationalises la NBA tout en amenant le spectacle et l'expérience fan que tu as américaine. C'est juste pour, voilà, parce que c'est une vraie expérience de voir un match NBA. Que ça soit à Paris, à Washington ou à Abu Dhabi, le carcan est le même. Donc, c'est là où ils sont forts, c'est dans le côté spectacle et voilà. Donc, effectivement, l'internationalisation, elle est méga importante. Et juste pour revenir rapidement sur cette transition année 2010, ouais, du coup qui coïncide aussi avec la création de beIN Sport, etc. Oui. Est-ce que mais c'est l'arrivée de LeBron. C'est ça, c'est le côté hiteuse, et du coup c'est là où l'arrivée de LeBron et de Curry. Ouais. C'est ça que ça te change tout. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, comment il a été ressenti, cette espèce de cassage de porte énorme de des mecs qui arrivent à redonner un espèce d'allant de folie à cette... T'as des mecs qui changent le jeu, un mec comme Curry change le jeu, et t'as des athlètes que tu vois très rarement dans l'histoire du sport, comme LeBron, où tu sens tout de suite très vite que ce mec-là, il est en mission pour marquer l'histoire de son sport. C'est-à-dire qu'il joue un sport collectif, mais il est très individualiste par rapport à tout ce qui est les chiffres, battre les records et machin. La longévité qu'il a est incroyable. Ça restera un joueur NBA au-dessus de la norme. Mais est-ce que il y a le côté romantique que peut avoir un Jordan, même pour moi, même un Kevin Garnett? T'as l'impression qu'il n'a pas d'aspérité. Donc t'identifies à ce mec-là et dire non mais attends, c'est un top joueur, ouais. Mais qu'est-ce que le fan il aime bien aussi des fois, c'est qu'il y a une aspérité. C'est ça qui va t'attirer complètement dans un personnage. C'est qu'il faut qu'il ait une aspérité. Il s'est jamais fait rouler bourré au volant, tu vois ce que je veux dire. Non mais ça, je vais très loin. Bien sûr. Je te dis pas qu'il faut supporter Mike Tyson et Dennis Rodman et que c'est des mecs plus mais pourquoi ces mecs-là ont une aura différente? Pourquoi en NBA Allen Iverson a une aura différente? Rien que la photo où il passe au-dessus de Tyronn Lue. Cette photo-là, elle a été considérée comme les 2-3 photos dans l'histoire de la NBA. Il fait un truc qui est naturel pour lui. Il vient de lui claquer un panier de malade. Le mec, il est par terre, il lui passe au-dessus en le regardant comme une merde. Cette photo-là, elle est rentrée dans l'histoire. On parle d'Allen Iverson. Il est pas lisse. Non, mais, tu vois, D-Wade, il est pas lisse. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs comme Magic Johnson n'étaient pas lisses. On sait ce qu'ils faisaient à côté. Tu vois? Le manque d'aspérité aux États-Unis est difficile. Alors pourquoi il est mieux accepté, ce manque d'aspérité? Parce que pour le coup... Parce qu'on voit quoi le sportif? La réussite. Pourquoi il est mieux accepté chez un Steph que chez un LeBron, par exemple? Parce que Steph, c'est vraiment l'enfant parfait, à qui tout le monde donnerait le bon Dieu son quoi que ce soit. C'est vraiment le gamin où n'importe quel, entre guillemets, humain classique peut s'identifier, parce qu'il a pas cette surmorphologie du basketteur. Il a toujours ce petit sourire, c'est la vie familiale parfaite. Et pourtant, on sent que, je sais pas, unanimement, il y a une sorte d'appréciation beaucoup plus globale pour Steph que pour LeBron. Non, pas aux US. Pas aux US? Parce qu'en fait, aux US, faut savoir que LeBron s'est mis dans une position, et ça, c'est tout son entourage, le côté marketing, son agence, tout ça. L'a mis très vite. Quasiment dès qu'il arrive en NBA. Je suis the chosen one. C'est moi le king. Très vite! Et il s'est mis dans une position, dans une attitude, dans ses déclarations, dans tout ce qu'il a fait. Et comme il reçoit en face des gens, en fait, qui le reçoivent comme ça, très vite, il s'est mis, mais en fait, le taulier, c'est moi.
Donc tu peux avoir un Steph Curry, tu peux avoir qui tu veux, hein. Mais le taulier, c'est moi. Ok? Curry, il est toujours en révérence, en déférence par rapport à LeBron. Et LeBron, en reverse, non, il le voit plus comme un frangin parce qu'ils sont nés au même endroit, dans le même hôpital. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça qui est très très fort chez les Américains aussi. En fait, tous les 3-4 ans, t'as des stars en NBA, t'as un renouvellement. Un mec comme Westbrook qui passe à la trapinette. Un mec comme Westbrook, peut-être qu'en 2010, ça aurait été, dans les années 2000, Westbrook, ça aurait été une superstar. Bon, dans les années 90 aussi. Oui, ben voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, c'est pas une c'est une superstar dans le jeu. C'est les réseaux sociaux qui l'ont bousillé. Mais bien, mais il faut que mais tu dois considérer que ça existe. Ouais, bien sûr. C'est un truc en plus. Vince McMahon, il était plus maintenant à mettre Nikola Jokic MVP en permanence. Quand tu vois quasiment dans tous les trophées qu'il va y avoir cette année, possiblement, t'as peut-être même pas un Américain. T'as peut-être même pas un Américain. Mais ben voilà, Madrid. 6e homme. Voilà. Ouais, mais tu te rends compte que tu t'es dit, mais ah oui, donc là, ça a changé. Ouais. Un mec comme Kevin Durant. Kevin Durant, faut pas me faire croire à moi que c'est pas intrinsèquement un des meilleurs basketteurs que cette ligue ait vu arriver. Il sait tout faire. Il est exceptionnel. Il a un gabarit qui est très spécial. Kevin Durant, pour moi, c'est le basketteur ultime, intrinsèquement. Mais lui, c'est hyper intéressant parce qu'on sent que c'est un amoureux du basket. Oui. Qui était pas du tout fait pour l'explosion des réseaux sociaux avec le basket. Bah non. Parce que lui, s'il avait vécu le basket dans les années 80. Superstar. Parce que tu pouvais continuer à avoir un peu ta vie, en fait. C'est ça le problème. C'est que ces mecs-là passent leur vie dans les avions, dans les hôtels. Ils passent 7 mois de l'année où ils sont pas chez eux. Donc, ils ont le droit d'avoir aussi un secret, d'avoir des occupations. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux plus rien faire. Donc, il faut prendre ça en compte. La dernière victime des réseaux sociaux, c'est... Comment ça s'appelle, celui du Memphis? Ja? Voilà, Ja Morant. Alors, pareil. En plus, on est dans une période, dans une époque où on n'attend même pas qu'il y ait des résultats récurrents pour dire, lui, c'est le GOAT. Un mec qui met 40 points, c'est le GOAT. Ah non, attends, calme-toi. Ja Morant était quand même présenté par tous les spécialistes. Aller aux États-Unis, ou même ici, même chez nous, ici, hein. Le gabarit qu'il a, le jump qu'il a, ce qu'il sait faire, machin, on n'a jamais vu ça. Dans tous les sports. Un mec qui a pas de tronche, terminé. Tu peux être le plus doué à l'entraînement, hein, tu n'y arriveras jamais. Et c'est ce qui lui arrive à lui. Les réseaux sociaux, il les a pas appréhendés. Pourtant, c'est la génération réseaux sociaux. Il s'est tué, c'est fini. Oh, c'est jamais terminé. Vous pouvez lui fermer la porte. Moi, j'y crois pas 2 secondes à jamais terminé. Donc, tu vois, il est né de cette période-là. Il devait savoir les appréhender. Ben non. Encore une fois, c'est l'entourage qui l'a plombé. Bon, et puis les Américains sont à la recherche de cette nouvelle icône quand même. Et avaient mis tous les espoirs sur Ja. Oui. Là où ils mettent tous leurs espoirs là sur Anthony Edwards. Ouais, et sur Wembanyama. C'est incroyable, ils sont en train de le récupérer. Médiatiquement, ils sont en train de récupérer. Parce qu'on est en train de le lâcher aussi. Hein. Non, pas spécialement. Non, c'est qu'il nous échappe parce que quand tu signes à la NBA, t'appartiens à la NBA, quoi qu'il arrive. Mais je trouve qu'on n'a pas ce côté aussi ultra, je sais pas, c'est un truc tout con, mais quand on regarde le All-Star Game, on est infoutu. Bah, parle-en à Gobert. Mais c'est un truc de fou, Gobert. Et on est incapable de dire, bah déjà, ce mec est le meilleur défenseur du monde, encore actuellement. On n'a pas cette culture-là, nous. Ce qui fait, je vais te donner un exemple. Ce qui fait vendre aux États-Unis, par exemple, c'est les lendemains de titres. Les journaux locaux, ils font la une sur la parade et machin. Enfin, ça, c'est les meilleurs records de vente aux États-Unis des journaux. En France, c'est quand, par exemple, PSG ou Marseille a pris une tôle contre Madrid, contre Rosenberg, contre machin. Nous, on voit le terme buzz en France n'est jamais positif. Il est que négatif. Et c'est là où tu fais ou de l'audience ou des ventes de journaux. C'est que dans le négatif. On a cette culture-là. Non, bah écoute, c'était très très intéressant. Une petite dernière question comme ça sera un peu plus perso, mais si tu veux me faire un 5 all-time, je te laisse libre choix sur. J'ai été clair tout à l'heure, t'as vu, je t'ai dit que moi, j'aimais pas c'est par rapport aux époques. Et bah, dans ce cas-là, non, mais je t'en fais un. Non, je vais t'en faire un. Ouais. Moi, il y a Jordan, Magic, Duncan, Jabbar, LeBron. Voilà. C'est la fin de cette interview. J'espère que vous avez passé un très bon moment dans notre compagnie. On se retrouve vite avec de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de Coast to Coast. N'hésitez pas à laisser un avis sur le compte Twitter de Coast to Coast et on continue à suivre l'actualité NBA. À très vite, ciao ciao.